Bon, ici encore des associations en ligne, comme je dis. Donc d'un côté des bulbes d'oignons plantés à travers le foin et en enterrant des laitues qui sont en train de monter en graines, comme dit, on n'arrive pas à suivre au niveau de la consommation. Et plus haut, ici en enterrant des semis de carottes qui, comme vous pouvez le voir, sont relativement irréguliers, pas désespérés. Il y aura un peu de démariage à faire sur certains endroits où la densité est trop élevée, et puis ailleurs il va en manquer, donc je compléterai ces trous en repiquant des betteraves rouges ou d'autres plantes pour ne pas laisser l'espace inoccupé. Je vais tenter ailleurs encore des semis de carottes, puisque la carotte peut se cultiver relativement tard. Donc voilà, là c'est l'année, à la fois dégâts de limaces et à la fois levée très très capricieuse d'un certain nombre de mes semis. Celui-là est encore relativement réussi, on va dire. Alors dans les évolutions en cours, vous voyez ici sur la gauche des œillets d'Inde que malheureusement j'ai implanté un peu tard. L'œillet d'Inde est une plante qui attire les limaces et donc dans les années à venir, je vais d'abord installer des rangées d'œillets d'Inde pour observer, attirer, éventuellement ramasser les limaces si les auxiliaires ne s'en chargent pas. Et je sèmerai un peu plus tard en enterrant entre ces œillets d'Inde mes carottes qui sont si lentes à lever et donc une proie si facile pour les limaces. Une petite limace qui s'installe dans un semis de carottes quand elles sont ridiculement petites vous rabote 1 mètre en une nuit. Donc ce sera une des évolutions, on va dire, tactiques dans les années à venir. Alors association par ligne toujours, donc pour la première fois, l'association ou la plantation d'ail en enterrant des fraisiers. Les fraisiers qui sont sur les 3 rangées de droite ont été plantés à l'automne dans une épaisse couche de BRF, quand je dis épaisse 10-12 cm, de BRF de bouleau en l'occurrence. On ne voyait rien à la sortie de l'hiver, je ne voyais même plus les fraisiers, je me demandais s'ils avaient survécu. Et voilà comment ça se développe. Alors j'utilise, comme vous pouvez le voir, des variétés remontantes, ce qui fait que on récolte quasiment en continu. Voilà une fraise qui est en train de mûrir ici, alors que par ailleurs la même plante a encore des fleurs. On a eu une première récolte relativement abondante mais pas exceptionnelle, hein, pas renversante. Par contre, là, cela a bien repris. Vous voyez quand même que de temps en temps, dans ce BRF relativement épais, avec le mycélium, les taches blanches, là, il y a l'une ou l'autre mauvaise herbe qui s'installe. Et donc, quand on ramasse les fraises, il faut aussi avoir la présence d'esprit d'arracher de temps en temps une de ces adventices qui s'installent. Voilà, donc là, récolte continue, un bol de fraises tous les jours, de quoi agrémenter l'ordinaire. Donc là on est dans des parties plus anciennes du jardin. Là je cultive toujours sans travail du sol depuis 4-5 ans. On est encore dans une partie qui n'a jamais été travaillée. Plus haut se trouve mon ancien jardin qui a encore connu mes efforts pour bêcher. Ce n'est de loin pas la plus belle partie de mon jardin. Bon, ben ici c'est un peu la zone sinistrée, mon Tchernobyl si vous voulez. La zone où j'ai essayé à plusieurs reprises
de faire des semis qui ont plus ou moins bien marché ou plus ou moins raté. C'est selon comment on regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Là, il y avait 3 rangées de petits pois qui ont produit modestement, mais qui nous ont quand même fait une belle récolte de petits pois qu'on a arrachés récemment. Derrière moi, des betteraves rouges qui sont en train de venir joliment, dont j'ai repiqué une partie dans les trous où il n'y avait pas eu de levée de mes navets, donc une rangée de navets qui était moyenne, comme vous pouvez le voir, avec de temps en temps des trous où cela n'a pas levé ou endroits où les limaces m'ont tout ravagé. Donc j'ai repiqué pour ne pas laisser ces bouts de rangée inoccupés de la betterave rouge qui se repique très bien. Ici de la mâche, avec relativement bien réussi, avec quelques trous quand même. Toujours la même chose, quand j'ai semé, c'était une véritable gadoue. Quand je dis gadoue, il faut imaginer de la pâte à modeler. Je n'ai pas pu mélanger correctement les graines avec la terre et par conséquent, je pense que une partie des plantules n'ont pas levé, d'autres, les racines ont dû pourrir. L'année a été épouvantable pour ce système qui maintient l'humidité du sol par rapport à un sol nu. Donc même des fenêtres de 3-4 jours sans pluie ne me permettaient pas de travailler correctement. Donc c'est une année où il fallait surtout repiquer, planter, préparer en caissette. Donc à l'avenir, je vais toujours, sur un certain nombre de plantes qui se repiquent facilement, toujours faire une caissette en réserve. Si les conditions sont favorables, je fais un semis direct parce que c'est plus rapide et c'est plus facile. Et si ça ne marche pas, ben, je repique, comme ça je ne serai jamais totalement sinistré. Donc voilà, là c'est le côté le plus décevant. Ceci dit, j'ai vu des jardins de personnes qui jardinent, on va dire, de façon classique. C'est pas nécessairement beaucoup mieux. Bon, ici quelques traces des différentes plantations, hein, donc ce qui reste, à la fois des pots achetés dans le commerce et des pots de yaourt ou d'autres sucreries recyclés. Il faut toujours percer bien sûr le fond pour pas que l'eau stagne dedans. Alors parmi les 2-3 que j'avais, le seul plant de melon qui a survécu, les autres ont dépéri sur place. Et là aussi, qui depuis 2-3 semaines galope pour rattraper le temps perdu. Si l'arrière-saison est belle, je ne désespère pas de manger des melons délicieux. Alors nous sommes là dans un châssis que j'ai installé, je pense, au mois de mars, dans une prairie, sous ce foin, même chose, comme d'habitude, le sol n'a jamais été travaillé. Donc le châssis m'a d'abord servi à produire mes plants. J'avais des vitres dessus, les petits pots que vous avez vus alignés dans des cagettes. Et donc ça l'a permis d'avoir un peu plus de chaleur. Et puis ensuite, au milieu, j'ai installé un des plants de melon. Bon, là, on va en profiter pour faire une petite parenthèse pour tous ceux qui vous diront que de toute façon, ça ne peut pas marcher. Des plantes qui poussent sans avoir travaillé le sol, sans l'avoir ameubli, etc., c'est voué à l'échec. Alors, la scène ici, c'est quoi? C'est les châssis dans lesquels j'ai préparé mes plants, donc avec des vitrages au mois de mars-avril quand il faisait froid.
que j'avais installé fin mars directement sur ma prairie sans aucun travail. Et donc mes petits pots étaient dans des cagettes posées sur des tontes de gazon que j'avais mis pour éviter la repousse rapide, trop rapide de l'herbe. Et c'est tout. Donc dans un endroit ici qui depuis 1 ou 2 siècles est une prairie naturelle et n'a jamais été travaillée. J'ai préparé entre autres mes plants de tomates. J'en ai planté sur 2 parcelles et il en restait quelques-unes qui traînaient ici sur la terre, sur ce châssis. On voit d'ailleurs, c'est ça que je m'approche un peu, qu'elles sont toujours dans leur pot. Finalement, les racines sont sorties par les trous au fond de ces pots. Et mes tomates se sont développées comme on peut le voir. Et il y a déjà ici quelques tomates qui commencent un tout petit peu à changer de couleur, donc on pourra récolter bientôt. Conclusion toute simple de cette affaire, ces pieds tomates qui ne sont pas plus moches que ceux que j'ai par ailleurs, se sont débrouillés pour enfoncer leurs racines, pour trouver leur réseau, utilisant sans doute entre autres les galeries des vers de terre nourris par les tontes de gazon et par le foin. En tout cas, ils se débrouillent très bien donc dans un sol qui, au début du mois de mars, était encore une prairie et ici, à l'entrée de mon jardin, était plutôt une prairie sur laquelle on avait beaucoup marché, beaucoup circulé, beaucoup piétiné. Bref, à peu de choses près, du béton. Voilà, donc on vous dira ça ne marche pas. Il faut travailler la terre, il faut ameublir la terre, il faut, si vous croyez ces images qui ne sont pas truquées, il ne faut rien du tout, il faut juste avoir confiance dans les mécanismes naturels que développe la nature et que développent les plantes. Bon, ici, à propos des semis, une autre scène, hein, donc un emplacement sur lequel il y avait eu de la mâche qu'on a fini par récolter à la sortie de l'hiver et donc qui a été recouverte de foin relativement tard. Vous voyez que le foin n'est pas encore très décomposé. Il a dû être mis en février ou mars. Malgré donc les conditions extrêmement difficiles sous cette couverture organique, la terre était quasiment de la gadoue. On a semé ces haricots avec un succès, on va dire relatif, mais quand même plutôt relatif du côté bon. Il y a eu quelques manquants parce qu'à ce moment-là, il y avait encore énormément de limaces qui m'ont croqué quelques jeunes plants. Donc à certains endroits, on voit qu'il y a l'un ou l'autre trou. On voit aussi que ce n'est pas tout à fait uniforme en fonction, il suffit que ce soit un tout petit peu plus bas, peut-être un peu plus humide, peut-être un peu plus froid, pour que l'activité biologique soit moins bonne et du coup, évidemment, les haricots un peu moins brillants. En tout état de cause, là c'est en pleine floraison, les petits haricots commencent à se former, donc il y a malgré tout une belle, voire une très belle récolte qui se profile à l'horizon. Comme d'habitude, dès qu'on ouvre le sillon sur cet espace, quelques plantes qui profitent de cette trouée de lumière pour squatter la ligne, les laitrons, hein, ce que les gens appellent souvent le chardon, cette plante un peu piquante, mais qui est un laitron. Quand on casse la tige, il y a du lait blanc qui en sort, est un des spécialistes, est un des squatteurs de ces lignes ouvertes.
Ici, c'est plutôt du côté des vivaces, donc plantain, qui a réussi à percer la couverture de foin. Comme d'habitude, vous l'aurez vu 36 fois, vous enlevez la terre des racines, vous laissez ça en surface. Excellente nourriture pour les vers de terre et pour les organismes du sol. Voilà, donc ça c'est plutôt réjouissant. Dans 8 jours, je pense qu'on mangera les premiers haricots verts, tendres et bien frais. Et on verra. Donc j'en ai ressemé 2 rangées hier ou avant-hier, donc pour toujours étager la production. Allez, petite parenthèse touristique. L'Alsace est réputée pour son fleurissement. En l'occurrence ici, ce n'est pas ce dont il s'agit du tout. Voilà encore un exemple de ce que j'appelle des plantes martyrs. Il s'agit de capucines. J'essaye toujours d'avoir des plantes martyrs qui vont servir de support à l'élevage d'un certain nombre de parasites, partant du principe que si je veux avoir des auxiliaires qui m'aident dans mon travail, il faut que je les nourrisse. En clair, des coccinelles ne vont pas s'installer dans votre jardin s'il n'y a pas des pucerons pour qu'elles se nourrissent, qu'elles se multiplient et qu'elles se développent. Donc, si vous voulez avoir des coccinelles, suite logique du raisonnement, il faut élever des pucerons. Donc, dans et autour de mon jardin, il y a une ribambelle de plantes réputées pour héberger très régulièrement des pucerons. La capucine, au printemps, est une de ces plantes. Vous aurez très fréquemment les jeunes pousses de capucine qui seront noires de pucerons. Et donc, vous vous réjouissez parce que vous voyez là la nourriture pour les coccinelles qui ne vont pas tarder à débarquer. Donc, surtout ne faites rien, surtout ne traitez pas, surtout ne luttez pas contre ces pucerons, réjouissez-vous, les coccinelles vont arriver. Donc, voilà quelle est la raison objective de ces plantes. Alors, j'essaie toujours de cumuler 2 ou 3 choses. Je mets des plantes qui sont jolies. La beauté est dans notre monde de brut quelque chose que l'on néglige. Je pars du principe qu'on est plus heureux à contempler quelque chose qui est beau plutôt que quelque chose qui est moche ou vide ou stérile ou gris. Et puis les fleurs de capucine se consomment, donc elles peuvent décorer une salade, mettre un peu de couleur dans un plat. Dans la même veine, ici, quelques mètres plus loin, de la bourrache. La bourrache est aussi une fleur qui se consomme, assez charnue. Elle attire moins les pucerons, mais ça peut arriver. Et surtout, comme vous pouvez le voir là sur ces images, c'est une plante qui attire des insectes. Donc, elle participe au maintien de la biodiversité et au fait d'attirer des butineurs dans mon jardin, tout en pouvant donc décorer une assiette de salade. Alors, la première parcelle plantée en tomates que j'évoquais tout à l'heure, c'est celle-ci. Une parcelle, une des plus anciennes de mon jardin, cultivée d'abord à l'ancienne, bêchée, etc. Il y a eu ici pendant des années des fraisiers qui ont fini par épuiser le sol. Et donc il y a 2 ans et demi, j'ai simplement décidé de les déplacer, ce que vous avez vu sur des images tout à l'heure. Et sur ces fraisiers-là, à l'automne, après la dernière récolte, je suis passé à mon habitude avec mon rouleau de foin. J'ai tout recouvert d'une couche épaisse de foin et puis l'affaire était classée.
Au printemps suivant, j'ai rajouté des tailles de framboisiers qui sont juste ici à ma droite. Il y a eu un peu de paille parce que on a trouvé du fumier pailleux de cheval et encore un peu de tonte de gazon. Et dans ce mélange que j'ai appelé mon triplex, j'ai cultivé des choux qui ont fini par être gros comme ça. Et puis donc à l'automne dernier, j'ai rien fait. Ça me paraissait être une de mes parcelles les plus fertiles avec celle que j'ai montrée tout à l'heure. Et c'est donc là que je me suis mis en tête d'installer les tomates. Voilà, et donc les plus observateurs parmi vous verront que la situation n'est pas tout à fait rose ici. Je suis à côté de 2 pieds bien malades. J'ai longtemps cru que c'était le mildiou, mais je pense que c'est une autre maladie, la cladosporiose. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais longtemps à ne pas comprendre la différence qu'il y a entre cette parcelle et celle que j'ai filmée tout à l'heure. Je vous répète, ce sont exactement les mêmes plants, pas tout à fait plantés en même temps. Ici, j'ai planté bien avant la parcelle qui a été mise directement dans la prairie. Alors réfléchissons ensemble, qu'est-ce qui peut bien se passer et justifier une telle différence du point de vue attaque et du point de vue développement de ces maladies. Comme dit, c'est peut-être du mildiou, mais je pense que c'est plutôt la cladosporiose. Dans tous les cas, ce sont des maladies dites cryptogamiques, c'est-à-dire des champignons qui attaquent et qui bouffent, entre guillemets, les feuilles et les tiges. Je ferai 2-3 gros plans. Et ben, j'étais loin à piger, mais j'ai fini par piger. Nous sommes ici à l'ouest de ces framboisiers. Donc le soleil se lève ici derrière la forêt, passe au-dessus de ces framboisiers. Ici à 10-11 heures du matin, on est encore à l'ombre. Et par conséquent, dès qu'il y a de l'humidité, les feuilles, et en particulier les feuilles basses de ces tomates, de ces pieds de tomates, sont encore humides. Donc humidité, les températures ont fini par monter fin juin, attaque extrêmement violente de ces maladies cryptogamiques ici. L'autre parcelle qui, elle, était exposée beaucoup plus tôt au soleil, qui n'avait pas d'ombre portée des framboisiers, elle desséchait beaucoup plus vite et les maladies ou la maladie ne s'est pas développée. Alors j'essaye de sauver ce qui est sauvable par 2 façons. D'une part, d'enlever au fur et à mesure par des tailles chirurgicales extrêmement brutales les feuilles qui sont attaquées. Donc j'enlève systématiquement. Et par ailleurs, j'ai appliqué ici un premier traitement, je vais en faire un aujourd'hui ou demain, avec une substance qui est un extrait d'algue qui est riche en phosphite qui s'appelle le Frutogarde. Ce produit est présenté par les uns comme un engrais foliaire, notamment par son fabricant, et selon d'autres, un renforçateur ou un stimulateur des défenses naturelles. Il n'est pas homologué en bio parce que le procédé d'extraction de cette substance à partir des algues naturelles fait que ce n'est plus considéré comme un produit naturel. Le produit ne comporte aucune phrase de risque, donc contrairement à d'autres produits naturels utilisés et tolérés en agriculture biologique, il ne l'est pas. Pour moi, il ne pose aucun problème, il n'a pas d'effet négatif sur les champignons du sol, sur les bactéries, etc. Donc je ne sais pas si ça se verra bien, mais c'est difficile à filmer. Là, je n'ai pas d'équipement pour les gros plans, mais ici, par exemple, la tige est complètement bouffée, complètement desséchée.
et bien sûr la plante au-dessus est en train de souffrir le martyre. Là donc je pense suite au traitement, on voit que la situation est un peu stabilisée. Ce rameau tout à fait sain se développe en dessous des zones que j'ai essayé de vous montrer. Et donc pour terminer sur une note d'espoir, sur ce pied qui lui aussi a été assez malade, on voit ici ce qui sera la première tomate de cette année, après avoir ici découpé pas mal de feuilles malades. Donc le pied a très très bien récupéré. Alors je vais encore la laisser 2-3 jours. Une chose que les gens ne savent pas assez, c'est que le rougissement des tomates, ce n'est pas du tout une affaire de soleil, c'est une affaire de maturation interne. Donc les fruits commencent à être mûrs quand les acides se transforment en sucre, et c'est une affaire de gaz, très exactement d'éthylène. Donc si vous voulez faire mûrir vos tomates, ne coupez pas les feuilles pour que le soleil tape dessus, ça ne sert strictement à rien. Accrochez plutôt par exemple des bananes dans vos pieds de tomates. Les bananes ont été mûries à l'éthylène dans les bateaux qui les ont ramenées des contrées lointaines ou dans les mûrisseries au Havre ou ailleurs. Et les bananes émettent beaucoup d'éthylène. Ça va accélérer le mûrissement de vos tomates qui sont physiologiquement mûres, c'est-à-dire qui commencent à changer de couleur. Pour la même raison, je laisse ce fruit mûr qui émet de l'éthylène et qui, entre guillemets, va contaminer les tomates qui sont physiologiquement mûres, c'est-à-dire qui sont en train de transformer les acides qu'elles contiennent en sucre, donc devenir d'un fruit acide amer, devenir un fruit sucré. Donc là, un autre pied sur lequel j'ai exercé une taille chirurgicale, on va dire. Là, par exemple, vous voyez, cette tache sèche sur ce foliole. Donc c'est stabilisé maintenant, compte tenu du beau temps et l'absence d'humidité le matin. Et je pense le traitement au fruitogarde. Donc, mais j'enlève systématiquement ces zones contaminées. Mais le pied, lui, se développe encore de façon tout à fait correcte. Celle-là ne va pas tarder à mûrir. Donc voilà pour l'expérience tomate de cette année. J'ai appris beaucoup de choses. Donc cet endroit ne sera plus jamais cultivé en tomates compte tenu de l'ombre portée par les framboisiers qui sont eux des plantes pérennes que je ne vais pas déplacer. Donc ma parcelle de tomates, cela va être l'autre là-bas en plein soleil. Allez, une dernière vue sur cette parcelle donc qui n'est pas telle que j'aimerais qu'elle soit, mais qui n'est pas aussi catastrophique que je l'avais craint à un moment donné. Pour la petite histoire, il faut de temps en temps savoir écouter les femmes. Ma femme me l'avait dit, ne mets pas des tomates ici, c'est à l'ombre. Je n'ai pas prêté suffisamment attention à la sagesse. Alors une des toutes dernières parcelles avant la sortie en haut à droite, ce sont ces framboisiers. C'est aussi une des plus anciennes parcelles de mon jardin. Je pense que ces pieds sont là depuis bien une dizaine, si ce n'est une douzaine d'années. Toujours traités de la même façon, hein. Chaque automne, je remets du BRF sous les pieds ici, donc on en voit encore des traces. Une bonne couche de BRF sur le rang. L'interrang, comme ce qu'on a vu sur l'autre parcelle, est enherbé avec sursemis de trèfle. Et donc au début, lorsque les pieds ne sont pas aussi développés, je passe avec la tondeuse. Là, je vais avoir beaucoup de mal à passer avec la tondeuse. Pieds, ou plutôt pardon, variété remontante, hein, donc vous voyez que après une première production
sur les vieilles tiges qu'on ne voit plus. Je pourrais vous les filmer, elles sont là-dedans. Les nouvelles tiges de cette année sont en train de prendre le dessus et à la pointe de ces nouvelles tiges, automatiquement se forment des fleurs. Là, ça bourdonne autour de moi. Les framboises ont besoin d'être pollinisées par des insectes pollinisateurs, des abeilles, des bourdons, etc. Et donc là, la deuxième production a commencé et elle va progressivement monter en puissance. Sur cette parcelle, à certains moments, on récolte un gros saladier, hein, donc un saladier comme ça, par jour en pleine production, qui n'est pas encore atteinte. Hein. Là, on a eu une première vague sur les vieilles tiges qui donnaient des gros bols quotidiennement. Là encore, on ramasse quasiment quotidiennement un grand bol. Et ça va monter en charge, on arrivera jusqu'à un saladier par jour. Alors ma femme justement me faisait remarquer que je passe beaucoup plus de temps à faire mes films qu'à récolter les framboises, le cassis, les myrtilles. J'ai du boulot, donc je crois que je vais arrêter un peu et m'occuper de la récolte. Donc voilà ici en détail, hein, je vais ouvrir un peu. Vous avez ici la tige de l'an dernier. Hein, donc je garde, on va dire, 3, 4, 5 tiges par pied lors de la taille hivernale, coupée à peu près 1,50 m de haut. C'est là-dessus que vont se faire les premières fleurs et les premières fructifications. On voit ici encore des pétioles. Ensuite, ces tiges vont se dessécher et les nouvelles prennent le relais. Et donc là, on voit, en voilà une belle. Là, on voit donc la production sur les tiges qui se sont formées cette année. Hein. Donc, c'est les tiges de l'année. C'est ça, les variétés dites remontantes qui ont cet avantage-là. Ce que je ne pourrais pas vous filmer, évidemment, c'est les arômes qu'ont ces fruits qui se nourrissent de toute la richesse qu'il y a dans le sol, donc tout ce que les champignons et les bactéries développent comme molécules organiques dans le sol et dont, je pense, les plantes cultivées tirent profit pour développer des principes aromatiques extrêmement puissants. Mais ça, vous êtes obligé de me croire, je ne vais pas pouvoir le filmer. Allez, je vous mets celle-là en photo finish, histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Ou alors vous préférez peut-être celle-là. Une ou deux curiosités pour finir. Ce framboisier, décidément, ce mûrier qui commence à produire et qui est donc une variété horticole sans aucune épine, hein, que j'ai mis ici directement sur la clôture du voisin avec son accord. Donc là, la production va démarrer. Alors on a évoqué plusieurs fois la notion de plante martyre dans cette visite. Ici, vous vous demandez sans doute ce que fout ce persil repiqué ici en bordure de clôture. C'est une barrière anti-campagnol. Les campagnols sont assez friands en automne-hiver des racines de mes framboisiers. Donc il y a ici un trafic relativement important. J'ai remarqué que les campagnols sont attirés férocement par le persil, donc j'ai mis ici une rangée de persil pour essayer de les attirer afin ensuite de les piéger et de les éliminer. Voilà donc ce que fout le persil à cet endroit-là, une plante martyre destinée à attirer le campagnol pour mieux le piéger. Petit intermède culturel.
pour tous ceux qui sont traumatisés par l'importance du sol, de la fertilité du sol, le travail du sol en ce qui concerne les plantes. Un rapide coup d'œil sur ce cajot devrait les rassurer. Il s'agit ici de quelques-unes, des plantes d'une famille tout à fait particulière qui porte le délicieux nom de filles de l'air dans le langage courant, de Tillandsia dans le langage, la nomenclature latine scientifique, et qui sont donc des plantes qui n'ont quasiment pas de racines ou dont les racines servent juste à s'accrocher à un support. Elles vivent et se développent d'eau et des poussières de l'air. Donc voilà, ce cajot il est exposé à la pluie. Lorsqu'il ne pleut pas pendant quelque temps, j'arrose un peu. Tout ça pour vous dire que les plantes, c'est majoritairement, très très grande proportion, c'est du vent, c'est de l'air. Dans une plante, il n'y a que, dans 1 kilo de salade, il n'y a que quelques grammes qui proviennent du sol. Tout le reste, c'est de l'eau et c'est du gaz carbonique capté par les plantes à travers leur système de photosynthèse. Et donc ces Tillandsia, outre le fait qu'elles guettent la pluie, ont développé des fines écailles, c'est ce qui donne ce blanc scintillant, de fines écailles de façon à ce que la rosée se condense et de recueillir ce condensat de rosée. L'élément clé, c'est l'eau. Le sol n'est que l'accessoire, la preuve vivante. Donc dans votre jardin, ne faites pas une obsession de votre sol. Les filles de l'air vous enseignent que l'essentiel, vos légumes, c'est surtout du vent.